Bonjour Jean-Manuel Rozan. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous avez cofondé le moteur de recherche français Quant et vous êtes l'auteur de Macron maillot jaune. Vous ne cachez pas votre sympathie pour le président, vous l'avez croisé quelques fois. Et alors dans ce livre, vous pariez carrément sur sa réélection en 2022, triomphale et peut-être même, dites-vous, au premier tour. Mais quelle mouche vous a piqué ? Ce qui se passe, à mon avis, est extrêmement intéressant. Je voudrais commencer par l'argument principal du livre, qui est la façon dont les Français, pendant des siècles, ont mis au point une façon unique de se comprendre sans se parler. Et si vous voulez, j'expliquerai ce que c'est, mais cette façon de fonctionner éclate sous les coups de butoir de tout un tas de choses, de la modernité digitale qui rend tout transparent, donc on sait tout sur tout. Donc ça ne sert plus à rien d'avoir une façon opaque et implicite de fonctionner, et tout le monde est aussi sous les coups de l'injustice sociale et de l'impôt. Et donc tout ça éclate, et ça s'éclate sous nos yeux en direct, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Bon. Et la réponse que Emmanuel Macron a faite, c'est de comprendre ce besoin de parole, de redonner la parole au peuple, et ma thèse, c'est de les écouter. Alors après, les gens peuvent se dire, ils les écoutent ou ils les écoutent pas. Moi, je dis oui, ils les écoutent. Et maintenant, on a un dialogue qui est uniquement entre le peuple. 1 million de Français qui ont répondu sur le site du gouvernement et qui ont donné leur opinion. 1 million de Français qui sont allés à des réunions publiques dans des mairies, dans des préfectures. Et ça fait quand même 2 millions de Français qui parlent à qui ? Uniquement au président de la République, uniquement à Emmanuel Macron. Et ce que je dis, c'est que ça se passe sous nos yeux. La rencontre entre un homme et un peuple, on a cru que c'était à l'élection. En fait, c'est maintenant. Et tout ce qui va en sortir, ce sera la base de la réaction triomphale d'Emmanuel Macron en 2022. Alors ce livre, c'est une réaction assez personnelle à ce mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement dans lequel vous voyez à la fois, écrivez-vous, de la détresse qu'il faut rendre sans objet et aussi une haine contemporaine nihiliste. Oui, je crois que si on dit ça, presque tout le monde comprend immédiatement. Évidemment, la première réaction, celle que j'ai eue, celle que tout le monde a, lorsqu'on voit des gens, par exemple, le premier jour des Gilets jaunes, j'ouvre la télévision et je vois à 8h du matin une dame, on lui demande « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et elle est presque en larmes, et elle dit « mais on est le 15 du mois et j'ai plus rien ». Et quand elle dit ça, elle a une émotion telle, et on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi elle a plus rien, elle travaille, elle a 2 enfants, on est le 15 du mois, elle peut pas ne pas avoir plus rien. Et donc, cette détresse interpelle. Et on ne peut pas penser qu'une société puisse durer avec un tel niveau de détresse chez tellement de gens. Et donc, ça interpelle. Et par ailleurs, en même temps, on voit se développer la haine, et cette haine, c'est une haine qui vient de loin, qui est réelle. Je dis à la fin du livre que c'est directement lié au populisme, mais surtout à son pendant hideux qui est le complotisme, et que ça, il faut d'abord le combattre, mais le combattre même assez durement parce qu'il veut nous abattre. Vous dites aussi que les Gilets jaunes s'amusent trop pour que le mouvement s'arrête. En fait, votre constat, c'est quoi ? C'est que la France s'ennuie, comme on le disait en mai 68, ou juste avant mai 68 ? Non, au contraire, c'est que la France aime bien s'amuser, si vous voulez. On est le seul pays au monde où, au mois de juin, vers 4h de l'après-midi, la moitié des gens qui sont censés être au bureau sont dans un café en train de discuter le coup. Et on est le seul pays au monde où ça les rend tellement créatifs et tellement intelligents, cette discussion permanente entre eux, cette façon implicite de travailler sans autorité et de s'autoriser mutuellement à dysfonctionner un peu, que la France est un pays extraordinairement productif. Et donc, ils ont reproduit le café du coin, ça s'appelle maintenant le rond-point du coin, et ils aiment tellement y aller, et c'est d'ailleurs très sympa. Et ce qui s'y passe n'est pas nul. Ils parlent, ils se voient, ça rompt la solitude, ça crée du lien social, et donc je comprends qu'ils y soient attachés. Moi aussi, j'aimerais bien que, sans trop nuire au commerce, on continue à avoir des ronds-points où on peut aller parler le samedi. Alors vous y avez fait allusion, à vos yeux, il y a trop de non-dits, trop d'hypocrisie dans le débat public en France. Vous écrivez par exemple, sur les ronds-points, on dit « seuls les pauvres paient l'impôt », alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. À vos yeux, on ne sortira de cette crise que si on se parle vraiment, et notamment que si on se parle d'argent. Il faut parler d'argent parce que le non-dit français principal, il est sur l'argent. Mais c'est un tabou en France. Il n'est pas exactement sur l'argent. Pour vous dire la vérité, il est sur la différence. Liberté, égalité, fraternité, ça fait qu'on est libre de tout en France, sauf d'être différent. Regardez, vous allez à Londres, vous voyez des gens avec des kippas, avec des turbans, avec des Rolls et avec des burkas faire du shopping chez Harrods. Bon, on peut afficher sa différence, y compris par le fric.
Et dans tous les pays anglo-saxons, les gens montrent leur richesse parce que c'est basé sur le mérite, le travail, tout ça. On dit c'est normal et chacun a le droit égal de se différencier. En France, on ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, les gens les plus riches de France cachent très bien leur vraie richesse. Bon, comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas la cacher tout le temps parce que maintenant, avec les moyens modernes, tout le monde sait. Mais donc, il y a cette espèce de non-dit qui dit « je t'autorise ta différence ». En gros, je t'autorise à dysfonctionner implicitement un peu si toi, tu m'autorises. Et prenez un autre exemple. Dans une réunion en Amérique, le chef arrive à l'heure et impose que l'on parle uniquement du sujet de la réunion. Si vous voulez savoir qui est le chef dans une réunion française, vous regardez celui qui arrive en retard, qui parle d'autre chose et qui s'en va en avance, c'est lui le chef. L'autorité sert à autoriser le dysfonctionnement. Une des pistes que vous proposez d'explorer pour réconcilier les très riches et les moins riches, pour créer de la solidarité finalement sans pousser à l'exil fiscal, c'est une sorte d'impôt sur la fortune volontaire. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait marcher? Alors, j'ai conscience que la chance d'être entendu est faible. Mais je me dis, voilà, en fait, les choses ont changé. Quand on dit les riches et les pauvres, on se trompe considérablement parce que la société est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, il y a des gens qui sont très, très diminués, qui sont vraiment pauvres, en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des gens qui y arrivent juste, et d'ailleurs, ils y arrivaient juste, ils n'y arrivent plus. Et c'est là, ce franchissement de frontières qui est un très gros problème, il faut y remédier tout de suite. Et après, les gens aisés, un peu aisés, assez aisés, riches, très riches, et puis il y a très peu de gens qui sont immensément riches. Et ce phénomène de la super richesse est directement lié à la mondialisation et directement lié à la qualité des produits et de la gestion de ces gens qui se sont enrichis et qui ont au début, ils auraient pu arrêter. Et du coup, s'ils avaient arrêté, leur boîte, au lieu d'être grande, serait restée petite et tout le monde y aurait perdu. Les emplois, la TVA, l'activité, etc., etc. Donc c'est une chance, bien sûr, que ces gens aient réussi aussi bien, mais par ailleurs, à cause de la mondialisation, ils sont prêts à payer volontairement un impôt? Je ne sais pas, parce que je ne leur ai pas demandé, mais ce que je crois, c'est que malgré tout, le fait qu'on ne peut plus se cacher, c'est que tout le monde le sait. Vous savez très bien qu'il y a des articles sans arrêt dans tous les journaux pour dire les 10 personnes les plus riches du monde sont aussi riches que 40% des gens de l'humanité. Donc c'est juste pas possible, parce que les gens qui défilent dans la rue, ils savent ça, ils savent où ils sont, ils savent ce qui se passe. Et donc je suggère qu'ils devraient eux aussi s'intégrer au débat national et qu'ils pourraient, s'ils le voulaient, contribuer volontairement, directement à des gens dont ils pensent qu'il faut leur donner de l'argent, une partie de leur fortune. Choisir les oui, causes. Ne pas le donner à l'État, parce que l'argument c'est pourquoi est-ce que je paierai plus d'impôts? L'État est inefficace, d'accord. Alors on va essayer de le rendre plus efficace, ça va prendre un certain temps, mais donc pourquoi ne pourriez-vous pas vous directement donner à des gens qui font quelque chose qui vous semble utile à la société? Des retraités par exemple. Je vous donne juste un exemple chiffré. Si les 7 ou 8 familles les plus riches de France donnaient, ou les 100 familles les plus riches de France, donnaient 0,3% de leur fortune, ça ferait à peu près 3 milliards. Et 3 milliards, ça fait 1 000 euros pour 3 millions de personnes. Donc 100 personnes peuvent, sans rien changer à leur train de vie, aider 3 millions de personnes. C'est ça le chiffre. Vous proposez aussi une taxe sur les robots qui remplacent des emplois. Alors c'est une idée que par exemple Benoît Hamon avait soulevée pendant la campagne présidentielle, mais il y a des pays très robotisés comme l'Allemagne où on se rend compte que le fait d'avoir de la robotisation aide à garder son industrie et finalement à créer de l'emploi. C'est vrai, je ne pense pas qu'il faille absolument faire une taxe qui soit telle et qui soit si haute qu'elle rende la robotisation impossible. Bien au contraire, je suis mal placé venant de métiers high-tech pour le dire. Donc il faut évidemment favoriser par des subventions, par tout ce qu'il faut, des entreprises émergentes qui se proposent de fabriquer des robots. Mais quand même, à un moment donné, il y a le fait que la société, à cause du système français, va payer pendant quelques années une indemnité de chômage à des gens qui ont été foutus à la porte par des robots. Et donc, il n'est pas normal non plus de considérer que les sociétés qui font ça, en les lissant, en la rendant tout à fait neutre sur le plan économique, c'est-à-dire que ce ne soit pas trop, mais quand même pendant plusieurs années, payent un URSSAF qui permette de dédommager la société de ça. Je dis aussi à un moment donné que pour rééquilibrer les comptes dans le système fiscal que je préconise, qui est très équilibré mais qui est complexe, il faudrait à un moment donné avoir recours au revenu universel de base. Voilà. Je dis aussi qu'il faut baisser les impôts et les rendre égaux pour tout le monde et arrêter la progressivité de l'impôt. Donc vous voyez, il y en a un peu pour tout le monde, des gens d'un certain camp vont être furieux et de l'autre
autres aussi. Donc je vais me fâcher avec tout le monde. Le gouvernement va instaurer une taxe sur les GAFA. Elle a été présentée cette semaine en Conseil des ministres. Taxe sur le chiffre d'affaires de ces géants du numérique. Qu'en pense le cofondateur de Qwant que vous êtes? Qwant qui essaie justement de rivaliser avec l'un de ces GAFA, Google en l'occurrence. Est-ce que cette taxe, elle peut être utile? Alors, d'abord, je vais vraiment prendre la question oratoire suivante. Je ne parle pas ici au nom de Qwant. Qwant a un porte-parole qui est très brillant et très efficace, qui s'appelle Eric Léandri, qui est mon associé, qui a parlé de ces sujets. Donc, mon opinion, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'elle coïncide beaucoup. On ne peut pas constater en France aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont dans la rue parce qu'avec 1 200, 1 500 euros par mois, ils n'y arrivent pas, et de penser qu'en même temps, on peut laisser des sociétés géantes faire de l'optimisation et de l'optimisation fiscale et ne pas payer d'impôts. Eux, ils disent c'est de l'évasion fiscale. Il y a de l'évasion fiscale, il y a de l'optimisation fiscale, et il faut saluer, à mon avis, le courage du gouvernement de vouloir adresser ces problèmes avec des sociétés emblématiques. Mais ça va changer quoi? Déjà, ça peut augmenter d'abord, ça peut rétablir la justice. L'équité fiscale, c'est quand même quelque chose d'important. Et les petites sociétés qui, elles, payent des impôts, cet impôt, c'est quand même un fardeau, c'est un coût. Et les grandes sociétés, surtout celles qui sont si compétitives et si difficiles à battre, elles en payent un. Donc, l'argument que cette taxe ne serait peut-être pas calibrée de façon optimale, que ne serait peut-être pas la vraie solution et qu'il faudrait faire mieux et différemment, est un argument qui n'est pas recevable. C'est bien de commencer. Je trouve que le gouvernement a parfaitement bien fait. Je soutiens à titre personnel cette initiative. On peut discuter du sexe des anges jusqu'à plus soif et dire que cette taxe aurait dû être différente, aurait dû être européenne, aurait pu être ci ou ça, très bien. On améliorera les choses, mais il était indispensable de commencer. Merci beaucoup, Jean-Manuel Rozan. Merci à vous.